Mesdames, Messieurs, mes très chers frères et sœurs qui sont dans la salle, bienvenue à tous au siège de la Fédération française du droit humain, la Maison Maria de Rem, pour cette conférence organisée par la commission éthique bioéthique. Alors, je vais présenter très rapidement, en quelques mots, la Fédération française du droit humain pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre association. La Fédération française est la branche française de l'ordre maçonnique mixte international le droit humain. Et cet ordre est présent dans une soixantaine de pays sur les 5 continents et compte aujourd'hui 30 000 membres à travers le monde. Et la Fédération française, dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être la présidente, est la plus importante avec 16 000 membres. Alors, notre ordre a été fondé en 1893 par le militant laïque Georges Martin, médecin et franc-maçon, avec Maria de Rem, une journaliste féministe et brillante oratrice. Tous deux étaient des humanistes très engagés dans diverses causes sociales. Si Georges Martin était franc-maçon, Maria de Rem, elle, ne l'était pas. Et notre ordre est donc né d'une transgression, celle de supprimer une injustice en permettant aux femmes d'accéder à la franc-maçonnerie à égalité avec les hommes. Donc ça s'est passé à la fin du 19e siècle où la franc-maçonnerie était masculine. Alors, toutes les loges de l'ordre maçonnique mixte international du droit humain sont mixtes depuis sa création en 1893. Donc, vous entendez qu'on va fêter nos 130 ans cette année. Ce qui fait le droit humain d'être le premier ordre maçonnique à proclamer l'égalité en droit et en devoir des hommes et des femmes, et plus largement de tous les êtres humains, indépendamment de leurs caractéristiques sexuées. Plus important qu'une proclamation, nous pouvons vivre pleinement cette égalité entre les genres dans nos temples, et ce, depuis 130 ans déjà. Nous travaillons dans nos tenues, dans nos loges, à nous améliorer, dans le but d'améliorer la société, pour que chaque être humain bénéficie de la justice sociale d'une façon égale, et qu'il puisse s'épanouir moralement, intellectuellement et spirituellement dans une humanité de liberté et de fraternité. C'est un bel idéal. C'est pourquoi nous réfléchissons à différents thèmes sociétaux au sein de nos ateliers et au sein de différentes commissions thématiques, parmi lesquelles la commission éthique bioéthique qui est à l'initiative de cette conférence publique. Je remercie très chaleureusement le docteur Serge Effez d'avoir répondu positivement à notre invitation. Le docteur Serge Effez est quelqu'un de très pris, très demandé. Votre implication, docteur, et la qualité de vos travaux augurent des échanges riches et nourrissants pour nous tous. Et nous nous réjouissons vraiment de vous écouter. Merci à vous tous aussi, cher public, pour votre présence ici. Et je cède la parole à Madame Martine Bessas, présidente de la commission éthique bioéthique, que je remercie, ainsi que l'ensemble des membres de la commission, pour l'organisation de cette rencontre. Excellente conférence à vous tous. Je suis donc la présidente de la commission éthique et bioéthique, et je la représente. Parce qu'on est encore en janvier 2023, et au tout début encore de janvier 2023, je me permets de vous adresser mes vœux pour 2023. Et ces vœux, ce serait que 2023 stimule notre écoute, nous permette d'accueillir la nouveauté et nous rende riches de nos diversités, de nos mixités. Évidemment, à la suite de notre grand maître national, Amande Pichegru, je vous adresse mes remerciements pour votre présence. Évidemment, je remercie notre conférencier, Serge Effez, qui va nous présenter une conférence dont le titre est « Transition, quand les êtres humains réinventent le genre ». Il est psychiatre, psychanalyste, thérapeute familial et conjugal, directeur d'une unité de soins d'un grand hôpital parisien
la Pitié-Salpêtrière. Et je crois depuis 2016, il assure une consultation de jeunes en transition de genre. C'est en particulier à la lecture de son dernier livre, paru en 2020. Je dis dernier, mais j'ai appris depuis qu'il y a un plus récent. Mais il nous en parlera. Donc ce dernier livre que la commission bioéthique a lu est « Transition, réinventer le genre ». C'est à partir de là qu'on a eu l'idée de cette conférence publique et on s'est donc mis en quête d'informations. Et on a découvert que le docteur Serge Effez avait des activités diverses, en particulier sur le plan médiatique. Des livres, des émissions radio, des émissions télé, même des films, un engagement dans la société. Et j'en parle parce qu'il en parle dans son livre. Avant que cela ne soit autorisé, il a pratiqué des IVG. Toutes ces activités témoignent de l'importance de l'humain, du lien entre les humains, et combien son intérêt, votre intérêt, va à la construction de l'individu, à la construction de l'identité de l'être humain. Toujours des sujets, des thèmes qui touchent l'intime, à la pointe de la nouveauté sociale et sociétale. Et son regard ouvert, positif sur l'être humain, met en relief l'évolution de la société, loin du catastrophisme ambiant et vécu, il nous révèle des espaces d'épanouissement. Il contribue à construire, au-delà de la binarité, en complexité, une nouvelle expression du féminin, du masculin, des hommes, des femmes. Les mixités peuvent s'épanouir. Certains pourront dire que, docteur Serge Effez, vous êtes un franc-maçon sans tablier. Nous avons hâte de vous écouter et de vous entendre évoquer la planète trans. J'ai un pied en psychiatrie adulte et un pied en psychiatrie de l'enfant. Un pied en psychiatrie de l'enfant juste à côté d'ici, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est dans ce quartier, et un autre pied dans une unité de psychiatrie adulte qui dépend de l'hôpital Sainte-Anne et que j'ai créé il y a bien longtemps maintenant, il y a plus de 30 ans, qui au départ s'est créé autour des problèmes liés au sida et qui ensuite, par dérivation, si on peut dire, s'est occupé de plus en plus de questions de sexualité et aujourd'hui de plus en plus de questions de genre. Alors c'est une unité adulte, ça veut dire qu'on reçoit des gens à partir de l'âge de 16-17 ans, 18 ans, mais là aussi on a vu arriver des jeunes entre donc 16 et 25 ans, qui donc sont plus tout à fait des enfants, mais encore pas tout à fait des adultes, et qui eux aussi s'interrogeaient, se mobilisaient autour de ces questions d'identité. Ces questions d'identité de genre et ces questions d'identité sexuée, d'identité sexuelle. Et c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau dans son ampleur. Alors la question de la transidentité, qu'on appelait autrefois la question de la transsexualité, elle existe, et elle existe depuis toujours, et elle existe dans toutes les cultures, et elle est accueillie dans l'ensemble des cultures de façon très, très différente, selon les époques, selon les continents, et elle existe, elle est répertoriée chez nous par le monde médical et le monde psychiatrique, malheureusement, j'ai envie de vous dire, depuis aussi fort longtemps. Mais par contre, cette question transgenre ou fluidité de genre, telle que se les posent les jeunes et parfois les jeunes enfants aujourd'hui, eh bien, elle est tout à fait nouvelle.
Et certains parlent d'épidémie, d'autres parlent de contagion. Enfin bon, tous ces phénomènes, on essaiera de décrypter ce que ça peut signifier. Mais en tout cas, il y a quelque chose de massif. Encore aujourd'hui, je recevais un appel d'une de mes collègues qui dirige un CMP, un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents à Avignon, et qui me demandait, avec beaucoup de ferveur, d'intervenir auprès de son équipe pour parler de ces questions-là, parce que l'équipe était totalement dépassée par toutes ces demandes de jeunes qui lui parvenaient. Alors, j'ai écrit ce livre Transition parce que je ne voulais pas écrire un livre à proprement parler sur la question de la transidentité. Alors bien sûr, il est un peu en filigrane de ce livre, mais il m'a semblé important et intéressant d'intégrer ce questionnement-là, d'intégrer ce bouleversement dans un phénomène beaucoup plus global qui touche l'ensemble de nos sociétés, et surtout de nos sociétés démocratiques à l'heure actuelle, et qui porte autour des questions de genre et des questions de sexualité, des questions qui sont devenues très centrales, et des interrogations sur le genre qui deviennent de plus en plus vives et de plus en plus présentes, et qui, au fond, ont presque tendance à occuper l'arène politique de plus en plus, et à devenir des questions centrales pour le politique et pour l'organisation de nos sociétés. Alors avant d'aborder ça, ces jeunes qui y sont et qu'est-ce qu'ils disent ? Ces jeunes, ils sont souvent dans l'adolescence, ils sont souvent taraudés par, comme tous les adolescents, par un corps qui se transforme et un corps qu'ils n'ont plus envie d'habiter, un corps qui ne leur convient pas, tel qu'il est en train de se transformer, c'est-à-dire tel qu'il est en train de prendre une forme, une allure, masculine pour les uns, féminine pour les autres. Ça ne veut pas dire que le questionnement est nouveau. Le questionnement, il était là, présent, parfois de façon évidente, parfois moins évidente, parfois tout à fait inconsciente, chez les enfants qu'ils avaient été. Parfois, c'était encore une fois des enfants qui avaient du mal, des garçons qui avaient du mal dans leur corps de garçons, des filles qui avaient du mal dans leur corps de filles, parfois pas, parfois c'est juste au moment de l'adolescence, c'est-à-dire quand le corps prend finalement toute sa dimension sexuée, que le malaise apparaît et qu'ils interpellent. Ça aussi, je pense que ça a toujours existé, mais ce qui est nouveau, c'est l'écho que ces interrogations et ces demandes de transformation rencontrent dans leurs réseaux sociaux, dans leur classe, dans leur école, dans leur lycée, dans leur collège, où il y a quelque chose qui émerge de plus en plus et qui est, chez tous les adolescents finalement, quelque chose qui se positionne différemment autour des questions de sexualité et des questions de genre. Quelque chose autour qui serait davantage du nini, du hé-hé, du ou-ou, quelque chose qui fait que tous les garçons et toutes les filles, enfin la plupart des garçons et la plupart des filles, sont interpellés par cette question et qu'ils la jugent beaucoup moins et qu'ils la stigmatisent aussi beaucoup moins. Et que l'expression de soi, c'est-à-dire l'expression de la façon dont on a envie d'être, dont on a envie de se présenter aux autres, dont on a envie d'apparaître dans cette société adolescente, dans cette société de jeunes, elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus multiple, elle est beaucoup plus riche, et que toute la question des normes est bousculée et reposée, et avec beaucoup de vitalité chez un certain nombre de jeunes. Chez d'autres, c'est beaucoup plus douloureux. Chez d'autres, c'est beaucoup plus de souffrance. Chez d'autres, ça accompagne des problématiques adolescentes beaucoup plus lourdes. Mais ce qui nous frappe, c'est la diversité des profils de ces adolescents, la diversité de leur histoire, la diversité de leur personnalité, la diversité de leur psychologie, au fond, et qu'on rencontre dans ce questionnement de genre et dans ce questionnement autour de la sexualité, aussi bien des adolescents
qui vont très bien, qui s'emparent de la vie à pleine main, qui ont une vitalité tout à fait extraordinaire, et puis des adolescents qui traversent l'adolescence avec beaucoup plus de souffrance et beaucoup plus de difficultés, ce qui fait qu'il est parfois difficile de dissocier ce questionnement sur le corps, ce questionnement sur le sexuel d'un questionnement peut-être plus morbide ou plus complexe, qui est celui de l'adolescence. Donc, on parle de transition sociale, on parle éventuellement de transition médicale, hormonale, qui va modifier l'apparence et l'architecture du corps, on parle éventuellement de chirurgie, et on parle aussi d'une transition légale qui serait portée auprès de l'état civil, c'est-à-dire la possibilité d'être nommé différemment, de changer de prénom, et la possibilité, dans un deuxième temps, même de changer de sexe, au sens du sexe masculin ou féminin auprès de l'état civil, c'est-à-dire aussi de changer de numéro de sécurité sociale entre le 1 et le 2, puisque, comme vous savez, cette numérotation est très binaire et ne supporte pas d'autres possibilités d'identité que le 1 ou le 2, c'est-à-dire mâle ou femelle, on pourrait dire homme ou femme. Alors, cette question du genre, elle est devenue centrale aujourd'hui. Vous voyez que tout ce qui bouleverse les paysages sociaux, les paysages politiques, les programmes politiques, les bouleversements politiques en termes de mouvements réactionnaires, par exemple, ou de mouvements d'ouverture, dans tous les pays du monde, tournent toujours autour de ces questions-là. Autour des questions de la place des femmes dans la société, c'est-à-dire des questions liées au féminisme, et autour des questions liées à ce qu'on appelle maintenant le LGBTQIA, etc., c'est-à-dire les minorités, et les minorités de genre et les minorités sexuelles. Sachant que, à mon avis, ces deux mouvements sont très profondément liés l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier ce long mouvement des femmes vers leur autonomie, vers le fait de s'approprier leur vie et leur destin, et le fait d'arriver à une égalité de genre entre les hommes et les femmes, du mouvement des minorités qui est opprimé par exactement les mêmes forces de pouvoir dans la société, les mêmes forces d'oppression, et qui tournent autour de la question de la domination masculine, bien évidemment, dans l'ensemble de nos sociétés. On voit aujourd'hui, alors en pêle-mêle, mais je pourrais vous donner évidemment 10 000 exemples de ça qui sont en train de se passer, entre ce qui est en train de se passer en Iran, en Afghanistan par exemple, qui est d'exclure totalement les femmes de l'espace social, c'est-à-dire de les d'amener à une invisibilisation du genre féminin, que ce soit par le voile, mais que ce soit même par un escamotage total de l'espace public, et une interdiction d'avoir un enseignement. On voit la lourdeur que le fait d'être homme ou femme représente dans ces pays-là. On voit à quel point la marche vers l'égalité, qui nous semble si naturelle dans nos sociétés entre les hommes et les femmes, est profondément entravée dans ces pays-là, et à quel point il s'agit de ramener, de rabaisser, je pourrais dire, les femmes à leur genre, au genre féminin. On voit que même aux États-Unis, par exemple, les mouvements conservateurs commencent à s'appuyer sur quoi? Sur l'interdiction de l'avortement, par exemple. C'est-à-dire, là aussi, je pense qu'on peut avoir des questionnements éthiques par rapport à la question de l'avortement, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit tout de même de déposséder les femmes de la possibilité de disposer de leur corps. Et un pays aussi avancé que les États-Unis, eh bien, on voit tout ce que c'est en train de provoquer à l'heure actuelle pour que les femmes, justement, soient ramenées
à cette dépossession de leur corps. On voit comment en Pologne, en URSS, etc., c'est autour des minorités sexuelles que la plupart des dirigeants assoient leur programme. Il s'agit non seulement d'interdire, non seulement de stigmatiser, mais de pourchasser, voire d'exécuter les personnes qui auraient une sexualité différente, à commencer par une sexualité homosexuelle. Ces mécanismes-là, c'est ce que Foucault appelait les mécanismes du pouvoir, c'est-à-dire du biopouvoir, c'est-à-dire la façon dont s'exerce un pouvoir de coercition sur les corps et sur les sexualités. Qu'il s'agit, à mon sens, de différencier de ce que serait le pouvoir des hommes sur les femmes, par exemple. Bien évidemment, même si ça se traduit par ça dans l'espace public, mais le pouvoir est d'un autre ordre. Le pouvoir, il est dans la façon dont sont acceptées les normes qui sont véhiculées par ces représentations-là. Les femmes doivent être exclues, les femmes n'ont pas droit à l'enseignement, par exemple. Les homosexuels sont des sous-êtres qu'on peut poursuivre à volonté, etc., etc. La façon dont s'exerce ce pouvoir, c'est par le pouvoir des normes. C'est-à-dire que ces normes sont les normes que vont partager la plupart des personnes qui font partie d'un groupe et qui font partie d'une société. À partir du moment où les normes circulent, où les normes sont reprises par l'ensemble du groupe, eh bien, elles deviennent une force qui échappe au groupe et qui s'exerce sur les individus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a en Iran et en Afghanistan des femmes comme des hommes qui partagent cette vision genrée de la société, dans lesquelles les femmes n'ont pas besoin d'apprendre à lire et dans lesquelles les femmes doivent escamoter totalement leur corps pour ne pas être des objets de convoitise des hommes. Des femmes et des hommes partagent cette vision, de même que des hommes et des femmes s'opposent à cette vision, comme on le voit dans les manifestations en Iran à l'heure actuelle, où des hommes très courageux sont à côté des femmes et ce sont les premiers à être exécutés par le pouvoir politique pour s'opposer justement à ce pouvoir qui s'exerce sur les corps. Le pouvoir impose toujours une invisibilisation, c'est-à-dire une négation de ceux qui ne partagent pas les normes communes que le pouvoir organise, qui sont organisées par le pouvoir, qui sont encore une fois des normes de santé, des normes de sexualité, des normes de genre, etc. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se conduit lorsqu'on est un homme ou lorsqu'on est qu'une femme, comment est-ce qu'on se met en rapport avec l'autre sur le plan de la sexualité. La question de l'homosexualité, sur laquelle je reviendrai peut-être un petit peu plus longuement tout à l'heure, se pose dans nos sociétés depuis toujours, et on peut voir comment le traitement de cette question-là, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, a accordé une vision, une représentation, une place différente à cette question qu'on pourrait dire être une question privée, au fond. La question de la sexualité, on pourrait dire c'est une question éminemment privée, et que quand deux personnes consentantes ont envie de se donner du plaisir à travers tel et tel type de rapport, on ne voit pas pourquoi la société serait mobilisée autour de cette question-là. Or, elle l'est. Et elle l'est pourquoi ? Elle l'est parce que, justement, le rapport homosexuel, tout comme le questionnement de genre qui serait « je ne veux pas adopter les habitudes et les habitus propres au genre féminin, au genre masculin, tels qu'ils sont édictés pas dans nos sociétés », bouleverse l'ordonnancement du monde. Bouleverse surtout l'établissement d'une hiérarchie qui apparaît une hiérarchie naturelle entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin. Depuis toujours, toute la culture, toutes les productions culturelles
vise, depuis Adam et Ève, à établir une distinction entre les hommes et les femmes. Irène Théry, dans son ouvrage, Irène Théry est une sociologue avec qui j'ai souvent l'occasion de travailler et dont j'apprécie énormément les textes, a écrit un énorme livre qui s'appelle La distinction de sexe et qui est très intéressant parce qu'elle montre que l'ensemble de l'organisation des sociétés n'a pas tant en tête de légiférer ou de décrire ce que serait la différence des sexes, à proprement parler, mais plutôt de mettre en place ce qui les met en relation, c'est-à-dire ce qui permet de distinguer l'un de l'autre, et que c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas une confusion de genre entre les hommes et les femmes, entre le masculin, entre, on pourrait dire, le principe masculin et le principe féminin. Or, on voit que la façon dont l'ensemble des sociétés, depuis toujours, ont agencé le masculin et le féminin, eh bien, c'est très différent d'une époque à l'autre, et c'est très différent d'une culture à l'autre. Ça a peu à voir avec des questions naturelles qui découleraient de la symétrie des corps. Ça a à voir avec tout un tas d'autres choses et tout un tas de représentations de ce qui fait que la société va fonctionner autour de cette distinction. Par exemple, j'ai pu constater lors d'un de mes voyages en Inde, dans le Kerala, que dans des villages qui étaient situés à quelques kilomètres l'un de l'autre, eh bien, dans certains villages, la culture du thé était une prérogative, une caractéristique des hommes. C'est les hommes qui cultivent le thé dans ces villages. Mais à quelques dizaines de kilomètres, vous avez d'autres villages où la culture du thé est faite par les femmes. Où est le problème, me direz-vous? Le problème se pose qu'à partir du moment où ce savoir-faire, cette compétence est genrée, eh bien, elle ne peut plus être l'apanage de l'autre genre. Autrement dit, un homme qui se mettrait à vouloir cultiver le thé dans un village où par tradition les femmes cultivent le thé serait tout à fait suspect, voire ce ne serait plus tout à fait un homme, ça serait un homme féminisé, ça serait un homme bizarre qui voudrait pratiquer des tâches tout à fait hors normes, la norme étant celle-là. De la même façon que les instruments des hommes et les instruments des femmes ne peuvent pas s'échanger. C'est comme si le féminin pouvait souiller le masculin ou au contraire les femmes devenir toutes puissantes à partir des objets masculins, etc. etc. C'est-à-dire que ce type d'exemple qui montre que ces savoir-faire et ces compétences s'éloignent de façon évidente des compétences naturelles des uns et des autres montre à quel point cette répartition du genre dans la société et des tâches genrées est avant tout une répartition sociale. Donc, il s'agit aujourd'hui, dans nos réflexions sur le genre, de s'éloigner de plus en plus sur le fait que c'est la différence des sexes qui est la cause de la différence des genres. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt comment les différences sociales liées à cette question du genre amène à une naturalisation des différences entre les hommes et les femmes. Autrement dit, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, que vous connaissez bien, qui distinguent de façon très amusante les compétences des uns et des autres, sont une forme de répartition, sont une forme d'organisation sociale qui amène à naturaliser, à essentialiser des différences qui ne sont pas des différences naturelles, qui ne sont pas des différences liées au corps, mais qui sont des différences liées à une répartition culturelle. Il y a un demi-siècle, Margaret Mead s'interrogeait « Qu'y a-t-il de commun entre le mâle arapèche, amateur d'art qui préfère se laisser brutaliser plutôt que de se battre, et le guerrier Mungumor, coléreux et agressif, qui mange l'ennemi capturé en parlant et en riant ?»
Tous les travaux montrent l'extrême variabilité des rôles et des stéréotypes masculins d'un bout à l'autre de la planète. Ici, des hommes durs et agressifs, là, des hommes tendres et doux, féminins selon les critères traditionnels, vivant paisiblement les rapports entre les sexes. Donc, ces normes sont naturalisées, sont essentialisées selon les normes sociales du masculin et du féminin, et qui font du masculin le positif du féminin. Le positif, quasiment au sens photographique du positif, c'est-à-dire création versus procréation, production versus reproduction, actif versus passif, autonomie versus attachement, raison versus émotion, culture versus nature, pourquoi pas sadique versus masochiste, puisque la psychanalyse en tire quelques leçons. Alors vous allez me dire, évidemment, et vous aurez raison, que les hommes ne portent pas des bébés dans leur ventre, qu'ils n'accouchent pas, qu'ils n'ont pas de règles, que les femmes n'ont pas de pénis, qu'elles n'ont pas d'érection et qu'elles n'ont pas d'éjaculation. Et je ne vous dirai pas le contraire. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a dans l'architecture des corps une complémentarité, qu'on pourrait dire une complémentarité naturelle de cette architecture des corps, et qui fait que la représentation du coït hétérosexuel, c'est-à-dire de la pénétration vaginale par le pénis de l'homme, modélise cette imbrication parfaite de la nature entre le principe mâle et le principe femelle. Mais à partir de cette architecture-là, qui est corporelle, qui, elle, est naturelle, et qui est effectivement très commune à l'ensemble du vivant, à l'ensemble des animaux, mais aussi les plantes sont sexuées. À part les cailloux, finalement, le principe mâle et femelle, il est là, il est partout, et on ne peut pas le nier. Je dis ça parce qu'on reproche beaucoup aux théoriciens du genre de nier même l'évidence naturelle de la différence des sexes. Or, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de nier l'évidence naturelle du mâle et de la femelle. Ce qu'il s'agit de nier, c'est que à partir de cette imbrication des corps, qui conduit à la fécondation, à l'engendrement et à la procréation, toute l'architecture de la société, c'est-à-dire toute l'architecture du sexuel et de la sexualité, devrait en découler. Devrait découler de on pourrait dire de ce schéma très simple, qui ramène les femmes dans cette position de soumission, de passivité, d'infériorité, et les hommes dans la position de supériorité phallique et de supériorité pénétrante. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelque temps maintenant? Eh bien, c'est justement la remise en question de cet ordre naturel, la remise en question de cette hiérarchie très profondément favorisée par les discours religieux et l'organisation sociale monarchique. Alors moi, ça me paraît, si vous êtes d'accord, intéressant de faire un petit chemin comme ça sur ce que j'appellerais les 5 révolutions du genre et de l'identité, des 5 révolutions de la sexualité, du genre et de l'identité. Au moment de la Révolution française, on est dans une société monarchique et religieuse, dans une société extrêmement hiérarchisée, dans laquelle est le représentant du roi dans la cellule familiale. L'autorité paternelle, l'autorité du pater familias, lui vient par étincelle divine, lui est donnée par le roi de France, dont il est le représentant dans sa famille, et le roi de France la recevant lui-même d'une étincelle divine de Dieu le Père. Tout ça est une organisation hiérarchique qui paraît extrêmement naturalisée, extrêmement complémentaire entre les hommes et les femmes
faisant la guerre et s'occupant de l'ensemble de ce qui se joue dans la société, les femmes s'occupant de la procréation, du ménage et de la bonne tenue de leur maison. Au moment de la Révolution française, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'on écrit évidemment liberté, égalité, fraternité sur le fronton de la République, mais on voit très vite que cette question d'égalité ne se pose pas tout à fait de la même façon entre les citoyens et les citoyennes, bien évidemment. Pourtant, une des premières lois, et c'est ça qui me paraît intéressant, qui est votée par le tribunal révolutionnaire, c'est la dissolution du mariage. C'est-à-dire la possibilité de divorcer. Le mariage n'est plus indéfectible. Ça dure 2 ou 3 ans. Il y a un tel trouble à l'ordre public, avec des milliers de couples qui se précipitent pour pouvoir se séparer et pour divorcer, qu'on revient vite dans le bon ordre, qui est d'interdire la séparation. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est un désordre ? Parce que qu'est-ce que le mariage assure et la société dans laquelle nous avons été jusqu'à il n'y a pas si longtemps était une société matrimoniale, au sens où c'est le mariage qui est l'organisateur de la société, et non pas tant la filiation comme on pourrait l'imaginer, mais le mariage organise la complémentarité de genre. C'est-à-dire que le mariage crée une espèce d'entité unique des 2 époux, qui sont comme les 2 moitiés d'orange, sachant que encore une fois, les droits et les devoirs de l'un ne sont pas tout à fait les mêmes que les droits et les devoirs de l'autre, mais soudent cette question de l'articulation du genre au cœur de l'organisation sociale. Et comme le mariage est indéfectible, on ne peut pas sortir, évidemment, de cette complémentarité. Liberté, égalité, fraternité, on coupe la tête au roi de France. Quelques années plus tard, Balzac dira, quand on a coupé la tête au roi de France, on a coupé la tête à tous les pères du royaume. C'est-à-dire qu'il disait exactement ça, que cette hiérarchie sacralisée, très profondément en accord avec le religieux, eh bien, sacralise l'ensemble des pères autour de l'autorité masculine, autour de l'autorité paternelle. Qu'est-ce qui se passe en 1804 ? On n'est quand même pas très loin de 1799. Eh bien, le Code Napoléon instaure la puissance paternelle dans la famille. Tout est lié à ce moment-là. Tout est scellé, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que la puissance paternelle, ça veut dire que les femmes sont des mineurs légaux par rapport aux hommes. C'est-à-dire que l'articulation du genre, du masculin et du féminin, ne peut se faire qu'autour de cet hospice, qui non seulement place les femmes dans cette position de minorité, elle est comme les enfants vis-à-vis du mari, comme elle l'a été vis-à-vis de son père, mais entérine cette idée très naturelle des compétences des pères et des mères et des compétences des femmes et des hommes dans la société. Et ça, ça me paraît important de le voir parce que toute la psychologisation des rapports sociaux, eh bien, elle émane de cette complémentarité qui est une complémentarité sociale. Les femmes savent par nature s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper du ménage, être dans le care, être dans le souci de l'autre, être dans l'empathie, etc., etc. Et les hommes, par nature, eh bien, vont être là pour se battre, pour explorer le monde, pour explorer la société, pour édicter des lois, pour écrire des livres, etc., et pour faire marcher l'ensemble de la société. Comme vous le savez, la puissance paternelle dans la famille n'est abolie qu'en 1970. 1970, c'est pas très vieux quand on y pense. 1970, on passe de l'autorité de la puissance paternelle, à l'autorité parentale conjointe. C'est-à-dire qu'on passe du principe de complémentarité au principe d'égalité. Autorité conjointe, ça veut dire que les hommes et les femmes exercent ensemble l'autorité est à l'intérieur de la famille, l'autorité vis-à-vis des enfants, mais surtout le bon fonctionnement du foyer. Ça veut dire que les compétences des hommes et des femmes
s'ajustent les unes aux autres, que petit à petit, on ouvre les compétences des hommes, tout à coup on se rend compte, tiens, les hommes ont un cœur, les hommes ont une âme, les hommes ont des émotions, les hommes aiment s'occuper des enfants, les hommes peuvent créer des rapports, des relations d'attachement avec leurs enfants aussi intéressantes et pertinentes que les mères peuvent créer avec leurs enfants, etc., etc. Et surtout, les femmes peuvent, à égalité avec les hommes, explorer le monde, faire des études, et mener des carrières tout aussi brillantes, y compris dans les domaines qui, jusque-là, par nature, ne leur avaient pas été réservés, comme ceux des sciences et des mathématiques, par exemple. Donc, on est dans cette première avancée, et que cette avancée entre 1804 et 1970, elle ne s'est pas faite toute seule. Elle s'est faite autour de l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que c'est les femmes qui ont porté cette question du genre. Et cette question de remettre en question la naturalité du genre en tant que tel. C'est-à-dire cette question de l'éternel féminin, du corps des femmes, des savoirs féminins, des compétences féminines. C'est des années de lutte par les femmes et pour les femmes pour que quelque chose s'ouvre de ces représentations et que, effectivement, la question du genre se pose différemment. C'est-à-dire non plus comme une espèce de malédiction naturelle, de malédiction liée au corps, de malédiction liée aux humeurs, liée aux hormones, liée à tout ce qui circule à l'intérieur de soi, mais est le simple effet d'une organisation sociale, à commencer par celle du mariage. Parce que ce qui commence à se passer autour de 1970, c'est la même chose que ce qui s'était passé à la Révolution, c'est-à-dire que le mariage explose en tant que tel, en tant que pivot de la société. Il n'y a plus besoin d'être marié pour faire une famille, on se marie par conviction amoureuse et plus du tout par organisation sociale, on peut divorcer aussi vite qu'on s'est marié, etc., etc. Et donc tout change dans l'organisation sociale autour de cette organisation de la famille. La deuxième révolution, eh bien, je la mettrais en 1950, ou plutôt en 1949, lorsque Simone de Beauvoir dit benoîtement « on ne naît pas femme, on le devient ». Ce qui est devenu un mantra que tout le monde partage et que tout le monde a pu s'approprier, qu'on pourrait écrire sur le fronton de toutes les demeures de la République. On ne naît pas femme, on le devient. Quand on y pense, ça ouvre quand même des tas de perspectives, cette question-là. Ça ouvre des perspectives qui est, mais alors, si on ne naît pas femme, on le devient, est-ce qu'il est nécessaire de naître avec des organes féminins, avec un corps féminin, pour devenir femme? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que le fait féminin s'il n'est pas lié à la naissance, c'est-à-dire à l'architecture du corps et à l'essentialisation du corps? C'est quoi être une femme? Eh bien, c'est cette question-là qui traverse les mouvements féministes, puis les mouvements universitaires, notamment les mouvements universitaires nord-américains, autour de cette révolution du genre. Qu'est-ce que c'est que le fait féminin? Et qu'un peu en arrière, la question du masculin se pose un peu comme, alors là, non plus le positif, mais le négatif des questions féministes. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qui relève du masculin? Et on voit une multiplication dans toutes les universités des études de genre qui vont essayer de décortiquer cette question-là. C'est intéressant d'ailleurs de voir que à l'avènement du XXe siècle naît cette nouvelle science qui m'est très chère, puisque je la pratique, qui est celle de la psychanalyse. Et Freud, l'inventeur de la psychanalyse, il est taraudé dès le début par toutes ces questions. La question de la différence des sexes, la question justement de qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un homme, la question du père, la question de l'affaiblissement de la puissance paternelle dans les sociétés, qui commence cette place du père, c'est-à-dire cette place très, très, très verticale de la société, commence à s'effriter à ce moment-là, et il se pose la question
des conséquences de ça. Et il se pose un peu la même question que Beauvoir. C'est-à-dire que bien avant Beauvoir, il dit par exemple, il répond à la spécificité de la psychanalyse de ne pas prétendre décrire ce qu'est la femme, tâche dont elle ne pourrait guère s'acquitter, mais examiner comment elle le devient. C'est intéressant parce qu'il est même moins naturaliste que Beauvoir. C'est-à-dire qu'il dit, la femme, ça n'existe pas en tant que telle, on ne peut pas le définir ce que c'est, mais on peut définir un devenir. C'est-à-dire qu'on peut définir une fabrication de soi. Et la psychanalyse, je pense, elle accompagne très parfaitement dans son questionnement, ce questionnement social et sociétal sur ces questions de genre. Parce que ces questions de genre, elles sont centrales dans la psychanalyse. Ce n'est pas qu'est-ce que c'est qu'une femme, mais comment est-ce qu'on devient femme. On pourrait dire en miroir, pas qu'est-ce que c'est qu'un homme, mais comment est-ce qu'on devient homme. Et là, c'est toute l'architecture de la construction précoce des représentations, des fantasmes, de l'actif, du passif, la façon dont les enfants vont fabriquer en eux-mêmes cette question-là et comment va leur être indiqué dès la naissance ce que sont les univers du masculin et du féminin, comment ça s'imprime dans leur inconscient, comment est-ce qu'ils l'hébergent, comment est-ce qu'ils l'acceptent et comment est-ce qu'ils le rejettent éventuellement. Parce que cette grande question de qu'est-ce qui fait que de plus en plus de garçons rejettent leur être masculin et de filles rejettent leur être féminin, il faut forcément remonter aux fondations pour pouvoir y comprendre quelque chose. Or, la façon dont se constitue le psychisme, dont se constitue la conscience du genre, elle est là depuis le début, et ce que montre la construction psychanalytique, c'est à quel point elle est personnelle pour chacun, à quel point elle est aléatoire, et à quel point elle dépend d'un cheminement dans lequel intervient certes la volonté du sujet, mais aussi la façon dont son entourage va lui indiquer un certain nombre de choses autour de ces questions-là. Cette indication, d'ailleurs, bon, alors j'en cite pas mal d'exemples dans mon livre, mais vous seriez étonné, vous me disiez tout à l'heure, vous me parliez de l'allaitement quand on est arrivé, vous seriez étonné de voir à quel point, dès l'aube de la vie, est présenté aux petits garçons et aux petites filles, aux bébés garçons et aux bébés filles, des mondes de signification, des mondes de symboles qui sont très différents les uns des autres et des pratiques corporelles qui sont très différents les uns des autres. Par exemple, vous citiez ces études, qui sont des études très sérieuses, qui montrent qu'on n'allaite pas les bébés garçons et les bébés filles de la même façon. Alors, vous allez tous me regarder en disant, attendez, moi j'ai eu des filles et des garçons, je les ai allaités de la même façon, je leur ai donné le biberon de la même façon. Eh bien non. Quand on se réfère à ces études-là, on voit que, je dis les mères, mais ça peut être les pères, mais enfin c'est en général les mères qui sont dans ces premiers biberons et ces premiers allaitements, même si c'est en train de changer. Bref, en tout cas, le parent qui s'occupe de l'enfant a tendance à lourdement à allaiter les petites filles à heure fixe et à allaiter les petits garçons à la demande. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Vous voyez quand même que se dessine à travers ça toute une représentation de ce que doit être une petite fille, gentille, soumise, obéissante, régimentée, et de ce que doit être un petit garçon, libre, fantasque, et surtout pouvant exprimer son désir. Alors des exemples comme ça, je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous en donner 10 000, la façon dont on leur parle, l'intonation de la voix, la façon dont on les tient dans le corps, la façon dont on les présente au monde, etc. Aux bébés nageurs, c'est très amusant, vous voyez les papas qui emmènent leurs enfants aux bébés nageurs, les petites filles les tiennent contre eux comme ça, le corps contre corps, et les petits garçons, ils les tiennent leur dos contre leur corps pour leur présenter le monde et leur permettre d'avancer en regardant vers où ils vont. Bref, tout ça pour dire que l'imprégnation du corps, parce que l'allaitement, l'eau, etc., le câlin, enfin tout ça, ça imprègne le corps depuis la naissance, imprègne un certain nombre de normes culturelles aux petits garçons et aux petites filles. Je ne vous dis pas que c'est une mauvaise chose, je constate simplement que cette
cette différenciation sociale autour du genre, elle imprègne les corps, qu'elle imprègne les esprits, qu'elle imprègne le psychisme. C'était une petite diversion. Revenons aux révolutions. Donc on a Beauvoir qui nous dit, Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Donc le fait d'être femme n'a plus rien à voir avec les organes génitaux, avec la grossesse, avec les règles, avec la ménopause, tout ce qui va caractériser le corps des femmes. Mais être femme, c'est bien autre chose. Et qu'il s'agit de savoir exactement à quoi ça correspond. Et on arrive à la troisième révolution, qui est celle qui m'est chère, qui est celle de mai 68, puisque c'est à partir de là que j'ai découvert le monde, puisque j'étais adolescent dans ces années 68-70, et que ça a été la révolution des sexualités. C'est-à-dire, ça a été en fait la révolution du désir et du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a... Alors, il y a eu évidemment les mouvements révolutionnaires de gauche, d'extrême gauche, maoïstes, trotskistes, etc., qui étaient le cœur, on va dire, de cette révolution de 68. Mais à côté de ça, il y avait les mouvements d'émancipation des femmes, les mouvements de libération homosexuelle, les mouvements de légalisation de l'avortement, etc., qui posaient différemment la question de qu'est-ce qui est révolutionnaire. Un des slogans du Phare à l'époque, c'était de dire « mon cul est révolutionnaire », c'est de dire que c'est à travers les corps, à travers ce qui est permis dans les corps, sur le plan justement des expressions de genre et des expressions de sexualité, qu'une vraie révolution pourra avoir lieu. Parce que vous, les mouvements d'extrême gauche, vous continuez avec l'oppression patriarcale, vous continuez avec la domination masculine, vous voyez que dans vos hiérarchies, c'est toujours les hommes et les garçons qui occupent des places de décision, que la question de la domination masculine n'est absolument pas remise en question, tandis que nous, mouvements féministes, mouvements de libération homosexuelle, etc., ce qu'on porte en avant, c'est justement cette architecture-là, cette architecture du genre et cette architecture de la supériorité des hommes ou de la domination des hommes dans la société. Et encore une fois, quand je parle de domination masculine, je ne dis pas que les hommes dominent les femmes, je dis que l'organisation du pouvoir et la répartition genrée dans la société donne un pouvoir aux hommes dans cette dite société. Et la façon dont se pose le plus dans cette articulation-là, dans cette articulation des années 70, eh bien, c'est autour de la question de l'homosexualité, j'y reviens. C'est autour de la question de l'homosexualité parce que c'est à travers elle que se repose la question du genre et la question de, encore une fois, de la domination, de la supériorité d'un genre sur l'autre genre. En fait, cette question de l'homosexualité, elle a toujours existé, bien évidemment. Elle a toujours existé dans toutes les cultures, à toutes les époques. Elle n'a absolument rien de nouveau. Mais ce qui a été nouveau concernant la question de l'homosexualité dans nos sociétés, c'est l'appropriation médicale et psychiatrique de l'homosexualité. Je dis ça pour préparer ce qui est en train de se jouer autour des questions transidentitaires aujourd'hui. Cette appropriation médicale et psychiatrique a transformé une pratique privée, une pratique sexuelle, une pratique de plaisir, qui, encore une fois, a toujours existé, qui existait chez les Romains, qui existait partout. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis chez les Romains plus qu'ailleurs. Ça existait évidemment partout, mais si c'est chez les Romains, parce qu'il y avait, enfin chez les Grecs surtout, parce qu'il y avait une petite organisation sociale autour de ça. Eh bien, elle l'a tout à coup désigné comme étant une maladie. Une maladie psychiatrique, qui est rentré dans la nosographie psychiatrique à ce moment-là. Autrement dit, les homosexuels ne sont pas des déviants, des pervers, des êtres qui pourraient mettre en danger la société parce qu'avec leur ressenti féminin de leur corps, je parle des homosexuels masculins, les lesbiennes, ça n'intéressait personne, la sexualité des femmes n'intéressait personne à cette époque, les femmes n'avaient pas de sexualité. Tout ce qui était intéressant, c'était la sexualité des hommes. Et particulièrement ces déviances de la sexualité qui faisaient que les hommes n'étaient plus des hommes et qui donc ils n'avaient plus non seulement la possibilité d'assurer la reproduction dans la société, mais aussi le fait sans doute de défendre la cité contre les invasions des ennemis. Bref,
cette position de danger éventuel qu'il pouvait représenter est devenue une problématique psychiatrique. En fait, l'aube de la psychiatrie, il faut avoir ça en tête, eh bien, c'est les premiers traités qui ont introduit la psychiatrie moderne, c'est des traités de sexologie. C'est très intéressant. Notamment autour de ce qu'a été la place et la puissance d'un psychiatre allemand qui s'appelle Krafft-Ebing et qui a créé des manuels entiers de description des identités de genre et des identités sexuées. La seule norme possible, qui justement était la norme sociale qui permettait l'épanouissement et qui était autorisée dans les sociétés, mais surtout qui était donc psychologisée comme étant une norme psychique, était le coït hétérosexuel entre un homme et une femme, mais pas dans n'importe quelle position. Attention, le coït hétérosexuel visant à la reproduction, position du missionnaire, était la seule autorisée. Une femme qui se serait assise sur un homme, même si c'était dans la perspective d'avoir un enfant, c'était déjà diabolique. C'était déjà une pratique tout à fait hors norme. Donc, il y a une normalisation qui se met en place et qui relègue du côté de la maladie toutes les autres pratiques sexuelles, mais à commencer par l'homosexualité. Il y a des traitements qui commencent à se mettre en place, des traitements psychiques de l'homosexualité, qui sont beaucoup plus offensifs que de simples thérapies de conversion, puisque jusque dans les années 50, dans certains hôpitaux de Madrid, on lobotomisait des jeunes homosexuels à la demande de leur famille pour essayer de leur faire changer de comportement. Comme ils étaient complètement neuneux après l'opération, la question de leur sexualité ne se posait même plus. Mais en tout cas, cette question de l'homosexualité, elle est centrale. Et elle est centrale dans ce que va prendre la suite que va prendre la psychanalyse. C'est-à-dire que Freud, il s'inscrit un petit peu dans cet héritage de l'homosexualité comme déviance, de l'homosexualité comme perversion, de la féminisation des hommes comme étant de l'ordre d'une grande pathologie, mais en même temps, comme il est absolument génial, il s'interroge là-dessus. Il s'interroge là-dessus et il le relativise. Et il se dit, au fond, quand je regarde ce que c'est que la construction psychique d'un enfant, je me dis qu'il y a autant de raisons et de probabilités qu'il se dirige vers l'hétérosexualité que vers l'homosexualité. Il dit, quand on essaye de comprendre sur le plan de l'inconscient ce que c'est qu'être un homme et ce que c'est qu'être une femme, tout ça s'évapore. Ça s'évapore parce que ça n'a pas d'existence tangible. Tout ce qu'on peut retrouver comme trace, c'est l'actif et le passif. Et il dit c'est bien peu, parce que dire que le masculin est du côté de l'actif et le féminin du côté du passif, c'est bien peu quand même, si on y réfléchit. Ça bouscule très profondément les représentations de genre, qui sont, encore une fois, je vous dis, les représentations de genre, c'est quoi ? C'est, à mon sens, pour le simplifier, c'est des représentations de compétences. Qu'est-ce qui relève de l'un et qu'est-ce qui relève des autres ? Quand dans une famille, vous avez un enfant qui est élevé par deux femmes ou qui est élevé par deux hommes, on n'interroge plus les compétences du masculin et du féminin de la même façon. C'est des compétences humaines, c'est des compétences d'empathie, c'est des compétences relationnelles, c'est des compétences affectives, c'est des compétences émotionnelles. Et on voit que les hommes comme les femmes peuvent les héberger, finalement, de la même façon. On voit que du côté de l'homosexualité, il y a eu comme un retour, un renversement, comme dit Héribon, ou Didier Fassin plutôt, Éric Fassin, comme il y a un retournement de la question homosexuelle. C'est-à-dire que les personnes ayant une vie homosexuelle étant intégrées dans l'ordre social, la question de la pathologie a changé de camp et c'est aujourd'hui l'homophobie qui devient une pathologie qu'il s'agit éventuellement de soigner ou en tout cas de punir. Il ne s'agit plus de punir l'homosexualité, il s'agit de punir l'homophobie. Et là, j'ai une petite pensée pour ce petit gamin des Vosges là, de 13 ans qui s'est suicidé il y a 3 jours parce qu'il était l'objet
harcèlement, de colibé, merci de me souffler les mots, dans sa classe, qui montre que, évidemment, il y a une intégration sociale de l'homosexualité, mais qu'on n'est quand même pas tout à fait sorti de ces représentations qui infériorisent le féminin par rapport au masculin. Puisque dans l'insulte envers l'homosexualité, c'est évidemment les insultes qui tournent autour de la tapette, de la fillette, etc. Enfin bon, vous le savez parfaitement. Aujourd'hui, et je vois que l'heure tourne, donc je ne vais pas être trop long, on en est à la 5e révolution, qui n'est plus celle des sexualités, mais qui est celle du genre. Vous m'entendez plus? Ben non, c'est la 5e. Non? La première, c'est la Révolution française. La deuxième, c'est la question du genre et Simone de Beauvoir. La troisième, c'est mai 68. La quatrième, c'est la dépathologisation des conduites sexuelles. Bon, allez, on peut mettre la 4 et la 5 dans le même mouvement si vous voulez, peu importe. Toujours est-il que aujourd'hui, les questions ne se posent plus tant sur la question sexuelle à proprement parler, mais sur la question de l'identité. Elisabeth Rodinesco, dans son dernier livre, elle fait largement état de cette espèce d'inflation des quêtes et des revendications identitaires dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus, me semble-t-il, dans une société de la fabrication de soi. Chacun est sommé de trouver à la fois son être profond, son être social, son être relationnel qu'il a envie d'être. On est dans une société très nietzschéenne, deviens qui tu es, deviens ce que tu es, etc. Et que c'est de plus en plus de cette façon-là que nous élevons les enfants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on leur dit plus, on ne les régimente plus, surtout pas. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois être comme ceci, tu dois avoir tel métier, telle religion, telle croyance. Mais au contraire, on cherche, à travers cette volonté d'épanouissement, à ce qu'ils puissent se fabriquer eux-mêmes. On ne naît plus avec une partition toute écrite, comme dans les sociétés traditionnelles, où on va juste interpréter le canevas de ce que doivent être notamment les garçons et les filles, mais on est dans une société avec une page blanche dans laquelle on est sommé d'écrire l'histoire, le canevas de notre propre existence. Et donc, tous ces jeunes dont je vous parlais au début, ils sont à l'aboutissement de ça, c'est-à-dire à la fois de cette interrogation très profonde sur le genre. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que ça veut dire le masculin? Qu'est-ce que ça veut dire le féminin? Dans une fluidité et une richesse et, beaucoup plus grande qui leur est offerte dans nos sociétés. Et encore une fois, on n'est pas en Iran ou en Afghanistan. Et en même temps, dans une société de la fabrication de soi, où ils doivent se trouver, se révéler à eux-mêmes. Et donc, tous ces jeunes, et je les vois et je les reçois, ils sont dans cette interrogation constante. Peut-être que je suis bi, peut-être que je suis pan, peut-être que, est-ce que je suis hétéro, je ne suis pas hétéro, je suis homo, mais je ne suis pas qu'homo, est-ce que si je couche avec un garçon, ça veut dire que je suis homosexuel, etc. Et puis, autour de la fluidité de genre, si un garçon se définit davantage comme étant plutôt fille ou plutôt une fille, s'il couche avec une fille, est-ce que c'est une relation homosexuelle, ou etc., etc. Bref, c'est un foisonnement. Et c'est un foisonnement de questions. Encore une fois, ça peut être très créatif, ça peut être aussi très douloureux. Si on ajoute à ça la façon dont la médecine, ça a une signification? Non, c'est pas le gong, c'est pas le gong de la fin. Bon. Si on ajoute à ça la façon dont la médecine nous accompagne aujourd'hui autour de la fabrication de soi. C'est-à-dire non plus qu'elle ne nous accompagne plus seulement autour des questions de maladie, mais qu'elle nous accompagne autour des questions de bien-être, ce qui est quand même très différent. On voit comment la sexualité peut être chimiquement accompagnée
pour un très grand nombre de personnes. Elle accompagne évidemment la contraception, elle accompagne la ménopause, elle accompagne les PMA, les procréations médicalement assistées, qui là aussi permettent des avancées absolument incroyables dans la possibilité de procréer et de féconder. L'hormonothérapie, les endocrinologues, ils sont là à tous ces niveaux du bien-être et de l'amélioration de la vie de chacun. La chirurgie, évidemment, la chirurgie des seins ou la chirurgie génitale, c'est une grande question chez ces jeunes. Oui, non, pourquoi, à quel moment? Enfin bon, c'est des questions qu'on se pose toute la journée. Mais la chirurgie, elle est plastique, elle est esthétique, elle est cosmétique, dans bien d'autres situations que ces situations de transidentité. Une chose intéressante, il y a de plus en plus aujourd'hui de jeunes filles, et ça c'est très nouveau parce qu'on est sorti du schéma classique de la transsexualité, c'est-à-dire je suis un homme et je veux devenir une femme impeccable, une femme parfaite, une femme pour qui il n'y aurait aucune confusion dans mon identité de femme, et je dis ça parce que c'était la seule façon, c'était tout ce qui était autorisé par la loi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire qu'on donnait une autorisation de réassignation hormonale et chirurgicale aux hommes qui acceptaient d'être stérilisés, qui acceptaient qu'on leur enlève tous leurs organes, qui acceptaient surtout de se montrer socialement comme la femme la plus stéréotypée et la plus genrée qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être Marilyn Monroe, il ne s'agit pas d'être une femme ordinaire qui va au marché sans être maquillée, il s'agit d'être une femme parfaite. Et la vision de la transsexualité jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était celle-là, et elle a été exigée par les psychiatres et par les médecins. C'est-à-dire, elle ne faisait que reproduire la binarité sociale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est cette binarité qui est remise en question au profit de la fluidité. Autrement dit, toutes ces jeunes filles, par exemple, que je vois aujourd'hui, qui sont de plus en plus nombreuses et qui ont envie de modifier leur corps pour avoir un corps plus masculin, tout ce dont elles rêvent, c'est de ne plus avoir de poitrine. Mais pas du tout qu'on touche à leurs organes génitaux. Au contraire, elles sont très contentes de garder leur capacité orgasmique, leur vagin, leur clitoris, voire même la possibilité d'avoir un enfant par la suite. Et pourtant, elles veulent socialement changer de prénom, avoir un prénom de garçon et se présenter socialement comme des garçons dans la société. Donc vous voyez que la vision de soi, la vision de son corps, la représentation de son corps devient beaucoup plus fluctuante, beaucoup plus mobile, et qu'au-delà des catégories hommes et femmes qui existent dans notre société, s'ouvrent d'autres catégories. Et moi, je serais pour, enfin c'est ma position, tout le monde ne l'a pas, mais je serais pour une valorisation de ces catégories, qui sont les catégories trans. Et de plus en plus, ces jeunes filles vont se définir comme « je suis un homme trans »,« je suis un garçon trans ». Paul Preciado, par exemple, qui est une des figures de proue de la transidentité, ne dit pas « je suis un homme », il dit « je suis un homme trans ». Et je pense que c'est très différent. De même, Howard Beatty, qui a accouché, qui était l'homme enceint qu'on a vu sur toutes les couvertures de magazines aux États-Unis, il ne disait pas « je suis un homme », parce que quand on le voyait avec son ventre et son enfant dans le ventre, il disait « si je dis je suis un homme, on va me prendre pour un fou ou pour un monstre. Mais si je dis je suis une femme qui attend un enfant, quand on me voit avec ma barbe et mon torse, on ne peut pas dire je suis une femme qui attend un enfant. » Donc il dit « je suis un homme trans ». Et en étant un homme trans, j'ai la possibilité à la fois d'être socialement reconnu comme un homme et la possibilité de porter un enfant. Donc tout ça, et puis je terminerai peut-être là-dessus parce que j'aimerais bien qu'on ait du temps pour discuter, mais tout ça, vous voyez, modifie la perception que nous pouvons avoir des corps qui circulent dans l'espace public. Voilà. C'est-à-dire que, au fond, nous venons d'un certain nombre de siècles de binarité qui est qu'on est homme ou femme, on est hétéro ou homo, et on décloisonne de plus en plus cette binarité et circule dans l'espace public des hommes qui portent des enfants, des femmes qui ont un pénis et qui peuvent procréer, etc., etc. Et tout ça fait couple, tout ça fait famille, tout ça engendre, par exemple, et donc tout ça existe, et de la même façon que l'homosexualité a été invisibilisée pendant des siècles pour être ensuite pathologisée, pour ensuite apparaître dans l'espace social comme étant une figure possible
de vie dans nos sociétés, eh bien, la question de la transidentité est, je crois, en train de suivre le même chemin, invisibilisée, pathologisée, psychiatrisée, et aujourd'hui apparaît de plus en plus comme étant une forme possible de vie, une forme possible d'identification, une forme possible d'existence. Alors je termine en 30 secondes par une anecdote, parce que vous me le rappeliez tout à l'heure. Donc je vois se succéder toute la journée dans mon bureau des jeunes gens qui sont en transition, qui ont des aspects à la fois masculins et féminins, qui sont habillés de tas de façons différentes, etc. Et rentre dans mon bureau un patient que j'avais déjà vu plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à me souvenir si c'était un garçon qui était en train de transitionner en fille ou si c'était une fille qui était en train de transitionner en garçon. J'avais oublié et je n'avais pas son dossier sous les yeux. Et ça m'a mis dans un abîme de perplexité. Le fait de ne plus savoir quel était le vrai sexe, j'entends au sens du sexe de naissance, de l'établissement de l'état civil de cette personne, me rendait extrêmement confus. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je ne savais plus comment je devais m'adresser à elle, ou à lui, ou à elle. Et puis tout à coup, j'ai senti que je lâchais ce questionnement à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je lâchais, ça veut dire que c'est comme si, vous savez, comme on fait des travaux dans une maison, on abat un mur et tout à coup on voit une grande pièce devant soi. C'est-à-dire que ça ouvrait des perspectives qui étaient comment est-ce qu'on s'adresse à un être humain en deçà ou au-delà de la question de la différence des sexes, c'est-à-dire si on ne sait plus si on doit dire bonjour monsieur ou bonjour madame. Comment est-ce qu'on voit cet être humain dans son entièreté, sans immédiatement le calibrer en fonction de tout ce qu'on va projeter sur un homme ou une femme qui devient homme, ou un homme qui devient femme. Ben, cette question-là, c'était la question d'un génial psychanalyste qui s'appelle Winnicott, et qui est peut-être celui qui a été le plus loin dans cette vision du décloisonnement du masculin et du féminin, et c'était dans les années 40 et dans les années 50, où il parlait d'un être pur, finalement, d'un être non contaminé de la différence des sexes, une espèce d'essence de l'être qui serait à retrouver avant même que toute cette question de la différenciation ne nous taraude trop sur le plan psychique. Voilà, je vous remercie. J'en profite pour peut-être poser une question et donner un témoignage. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis pédiatre. Et en tant que pédiatre, il m'est arrivé d'avoir à accueillir des enfants avec des ambiguïtés sexuelles. Et dans ces cas-là, ce qui était recommandé, et qu'il est encore... c'est quand on a un vrai doute, et ça peut être assez fréquent, on déclare une fille. Un être humain de sexe féminin. Et on doit le faire dans les 48 heures. Et ensuite, on s'inquiète. Maintenant, on a la possibilité d'avoir des karyotypes. Et des fois, le karyotype, il revient pas conforme. On peut avoir un XY. Donc, ces enfants sont encore, pour certains, opérés plusieurs interventions, une dizaine facilement, jusqu'à l'adolescence. Et moi, il y a quelque chose que ces jeunes trans apportent, c'est que ça remet en cause ça, et je trouve que c'est important, et ça nous ouvre à un accueil très divers et infini, des infinis possibles. Je reprends juste un petit mot de Serge Effès, qui dit « Il nous ouvre un univers incommensurable ». Et en nous demandant de lâcher ce questionnement sexué, le premier qui nous vient à l'esprit lors de toute nouvelle rencontre, je trouve qu'il nous propose un lavage du regard intérieur que
l'ensemble des francs-maçons devrait adopter, mais peut-être aussi l'ensemble de la population. Comment ? Une conversion du regard. Une conversion du regard. Est-ce que les questions sont prêtes ou est-ce que je dois encore... Je prends le micro. Vous savez ce que disait un chirurgien par rapport à cette question de la réassignation féminine ou masculine chez les enfants? Il dit ça avec beaucoup d'élégance, il dit c'est plus facile de fabriquer un tuyau qu'un pilier. Je vais poser celle-là, le temps qu'on classe. Alors, il y a une question qui demande quelle est la place des actions des groupes activistes pour ou contre et quels sont leurs relais, leurs actions et leurs canaux de transmission. Alors ça c'est une question très actuelle et c'est une question très conflictuelle à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la place de l'activisme LGBT un peu comme secte, d'une certaine façon, qui lave le cerveau des adolescents pour les convaincre, d'adolescents en souffrance ou d'adolescents en interrogation, pour les convaincre que leur problématique est une problématique de genre, elle est très fortement posée aujourd'hui et elle divise et elle oppose beaucoup les professionnels entre eux. Alors, moi, je vais essayer de vous donner une réponse un peu modérée quand même par rapport à ça. D'abord, je ne crois pas qu'on puisse convaincre quelqu'un qui n'est pas dans ce questionnement-là d'entrer dans un parcours de transition, parce que c'est des parcours qui sont extrêmement longs, qui sont extrêmement difficiles, qui demandent beaucoup de ténacité par rapport à là où on veut aller. Maintenant, plus globalement, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que le désir ? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on va désirer telle chose plutôt que telle autre ? Qu'on va désirer telle chose, qu'on va avoir tel goût, qu'on va avoir telle orientation, qu'on va se sentir de telle ou telle façon, dans la façon dont on a envie de mobiliser son corps. Ça ne vient pas de l'intérieur. Ça vient évidemment de ce qui nous entoure. Je ne suis pas très lacanien, mais enfin je vous dirais le b.a.-ba lacanien, c'est de dire le désir, c'est le désir de l'autre. C'est la façon dont l'autre, tout autre, imprime sa marque à l'intérieur de nous et nous amène, voire nous contraint à faire tel et tel choix dans notre existentiel, dans notre vie. Le désir de l'enfant tout seul, celui que Frédéric II de Prusse avait, les bébés qu'il avait laissés dans une pièce noire avec personne pour leur parler, où ils étaient juste nourris, ils mouraient. Pourquoi ? Ils ne mouraient pas de faim ou de soif, ils mouraient de ce manque de l'autre qui est fondamental pour qu'on puisse construire notre esprit et construire notre psychisme. Donc l'enfant, il se construit selon le désir de ses parents, ce que ses parents lui transmettent, consciemment ou inconsciemment, etc., etc. Les ados sont évidemment très sensibles aux réseaux sociaux, à la culture, aux figures d'identification, aux personnes qui, sur Internet ou tel réseau social, va leur paraître avoir un destin tout à fait enviable. Et donc, effectivement, dans les identifications, rentre cette question-là, cette question des réseaux sociaux, cette question des associations, et la façon dont cette visibilité de la transidentité est dans l'espace public aujourd'hui. On est très prudent, enfin je parle des professionnels que je connais et qui travaillent sur ces questions depuis un certain nombre d'années maintenant, on est justement très prudent par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller le plus loin possible avec ces ados dans le fait de décortiquer qu'est-ce qui les amène sur ce chemin, qu'est-ce qui les amène sur cette vision d'eux-mêmes, parfois sur cette conviction, d'essayer de faire la part des choses entre influence, disons, du milieu ou influence des associations offensives, pour reprendre ce que vous disiez, et ce qui serait leur propre désir. Mais vous voyez que c'est un peu byzantin quand même comme questionnement, parce que c'est le questionnement qu'on se pose évidemment par rapport à quiconque entame un travail psychique sur lui-même. D'où vient son désir, comment il s'est fabriqué. Mais il y a une façon, me semble-t-il, de s'emparer politiquement aujourd'hui de cette question,
et de stigmatiser les associations, voilà, qui me paraît un peu offensante. C'est-à-dire que les associations, moi je travaille avec elles sont extrêmement prudentes, toutes celles que je connais, dans la façon dont elles cherchent à aider, elles cherchent à créer de l'autosupport, elles cherchent à donner des renseignements, et elles n'ont pas du tout une vision de recruter le plus possible de jeunes fragiles pour les faire rentrer dans l'égide de la secte. Mais je crois qu'il y a une différence fondamentale entre ceux qui défendraient un petit peu cette position, c'est-à-dire les jeunes sont sous influence, il faut donc mettre en place des thérapies de conversion pour les convaincre qu'ils sont sur un mauvais chemin, et ce qui serait ma position, c'est-à-dire de dire que ces chemins sont des chemins possibles, sont des vies habitables, sont des vies gérables, sont des vies possibles, sont des vies... Et le recul que j'ai avec des jeunes qui ont aujourd'hui 25, 30 ans et qui ont suivi ces parcours il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, me mettrait plutôt dans cette voie, c'est-à-dire le fait qu'ils habitent une vie qui leur correspond plus que celle à laquelle ils étaient destinés auparavant. Pas tous, bien évidemment, mais enfin, j'ai envie de vous dire la plupart. Alors, d'autres questions qui sont plus sur l'accompagnement de la naissance à l'âge adulte pour les familles, pour les personnes concernées, et quel regard effectivement on peut porter sur les transitions retour en arrière, c'est-à-dire un retour au sexe de naissance après une opération. Et une autre question dans le même genre, c'est qu'on entend de plus en plus parler de détransition et de jeunes qui expliquent qu'ils n'ont pas été suffisamment accompagnés. C'est vrai, ça existe. Alors, vous savez, moi je suis dans un service à la Pitié-Salpêtrière, c'est un grand service hospitalo-universitaire, ça veut dire qu'on scanne dans le service toute la littérature internationale qui sort sur ces questions-là. Dans tous les pays et dans tous les services possibles. Et je parle d'une littérature sérieuse, c'est-à-dire celle qui est soumise quand même à des comités scientifiques. Dans toute la littérature qu'on a scannée, on ne trouve, en termes de détransition ou de regretteurs, jamais des chiffres supérieurs à 5-6%. Il y a une étude qui va jusqu'à 8% de gens qui regrettent la transition. Et effectivement, cette étude-là, qui montre le plus de regretteurs, montre qu'en fait, le parcours de transition n'a pas été fait de façon très sérieuse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des jeunes qui ont été admis dans des protocoles de transition, sans doute beaucoup trop tôt ou pas assez, avec pas assez de prudence. Une autre question peut-être. Alors, plus qu'un refus du genre, est-ce que le malaise ne serait pas plus un refus du stéréotype que renvoie la société en désaccord avec l'esprit d'égalité que nous enseignons à nos enfants? Et vouloir changer de genre serait une fuite en avant pour se soustraire aux stéréotypes. Comment répondre au mal-être des adolescents? C'est une très bonne question, hein. C'est une question qu'on se pose évidemment, toute la journée. C'est malheureusement plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont les jeunes aujourd'hui se représentent la fabrication d'eux-mêmes, la fabrication de leur corps, la façon dont ils s'approprient leur corps et la façon dont ils s'approprient leur sexualité et dont ils s'approprient le genre. Si vous voulez, le questionnement viendrait davantage de ça aujourd'hui, de toutes ces questions de décloisonnement, de fluidité, justement qui rejettent les stéréotypes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de devenir un homme stéréotypé ou une femme stéréotypée. Pour beaucoup. Pour d'autres, oui. Pour d'autres, il s'agit de faire ce qu'on appelle un passing qui soit le plus réussi possible et qu'en vous voyant, on gomme totalement la fille ou le garçon que vous avez été par le passé. Alors, la question des stéréotypes se pose, mais... je veux dire qu'elle se pose dans un sens comme elle se pose dans l'autre. Après tout, pourquoi est-ce qu'un homme mettrait tellement d'énergie, tellement de volonté, tellement de difficultés pour effectuer un parcours qui va faire de lui une femme sociale, qui est donc un être qui va être infériorisé sur le plan social? On peut se poser la question. Or, ça
c'est des choses qui existent, encore une fois, depuis toujours et dans toutes les cultures. Je vois des hommes à ma consultation, je ne parle plus d'adolescents ou de jeunes, qui ont 40 ans, 50 ans, parfois 60 ans, qui ont fondé une famille, qui sont parents, qui sont pères, qui sont grands-pères, et qui ont envie d'entrer dans cette autre identité parce qu'ils hébergent ça en eux depuis toujours et qu'ils n'ont jamais pu l'exprimer. Je ne pense pas qu'on puisse parler là d'un poids de stéréotypes. Je pense que c'est une, je sais pas comment dire, une représentation interne de soi-même, une représentation interne de ce qui paraît désirable pour soi, et ça n'a rien à voir avec les sexualités en général, de la façon dont on se voit de l'intérieur. Une autre question à propos du taux de suicide. Pensez-vous que le taux de suicide chez les trans est supérieur à la moyenne? Et si oui, quelles en sont les raisons? Et autre question, dans votre expérience, constatez-vous que beaucoup de personnes en transition trouvent la paix, la sérénité à la fin de leur parcours, la société n'aidant malheureusement pas cette sérénité? Point d'interrogation. Alors, comme je vous le disais, il y a des personnalités qui se retrouvent sous cette barrière de la transidentité ou cette barrière du questionnement de genre, qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Il n'y a pas une personnalité trans. On ne peut pas parler des trans comme d'un groupe homogène. Encore une fois, il y a des jeunes qui sont très bien structurés, qui n'ont aucune, je sais pas comment dire, aucune faiblesse délirante en eux, aucune mauvaise image, estime d'eux-mêmes. Et puis vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus en souffrance. Alors effectivement, il y a plus de tentatives de suicide chez les personnes trans que chez les autres. En tout cas, avant une réassignation éventuelle, et que ce qui relève d'un malaise intérieur qui se traduit par le fait de se suicider, ou ce qui relève de regard social, d'inclusion ou d'invisibilisation ou d'approbation, c'est très difficile de faire la part des choses. Moi, j'ai envie quand même de faire un parallèle avec ce qui s'est joué autour de l'homosexualité. L'homosexualité était invisible dans nos sociétés jusqu'à il y a 20 ans. Ça n'existait pas. Ça veut dire que jusqu'à il y a 20 ans ou 30 ans, un jeune qui se sentait une attirance homosexuelle se sentait comme un monstre ou un pervers. Parce qu'il n'y avait pas de personnage autour de lui auquel s'identifier. Il n'y avait pas de maire de Paris qui disait « je suis homosexuel », d'acteur, de sportif, etc. Ou de feuilleton télévisé dans lequel vous voyez des couples homosexuels heureux. Tout ça n'existait pas. Donc non seulement il se sentait comme un monstre parce qu'il y avait une invisibilité sociale autour de lui, mais en plus, si cette homosexualité se voyait, il était harcelé, stigmatisé, méprisé, insulté, etc. Donc comment voulez-vous construire une bonne estime de vous-même dans une situation comme celle-là? Alors évidemment, le taux de suicide chez les jeunes homosexuels était énorme. Il était bien supérieur à ceux des autres jeunes. Est-ce que c'est lié à l'homosexualité en tant que telle, ou est-ce que c'est lié tout simplement à cette question de la place qu'on peut occuper dans une dignité et une visibilité sociale? Je pense qu'aujourd'hui, on peut largement faire la part des choses. Et dans ma pratique de psychothérapeute ou de psychanalyste, comme je commence à avoir un certain âge maintenant et que ça fait une bonne 40aine d'années que j'ai commencé à travailler, eh bien, toutes les personnes homosexuelles que je recevais au début de ma pratique, ce dont il s'agissait, c'était de les soulager, non pas de leur homosexualité, mais de leur homophobie intériorisée, c'est-à-dire le fait qu'ils avaient incorporé une image tellement négative d'eux-mêmes que, du coup, ça infiltrait leur vie, leurs relations sociales, leur humeur, leur dépression, etc. Et qu'il fallait un petit peu les regonfler sur le plan de l'estime d'eux-mêmes, avant même d'envisager un travail psychique plus spécifique à ces personnes sur la relation à leur mère, leur père, leur grand-mère, enfin tout ce que vous voulez, et tous les traumatismes et les deuils de leur histoire. Donc, aujourd'hui, il me semble, dans ma clinique, que cette question de l'homophobie intériorisée, elle s'est beaucoup, je ne dis pas qu'elle a disparu, mais qu'elle s'est quand même beaucoup déplacée, et qu'elle est beaucoup soulagée, et qu'on entend autre chose quand on écoute une personne homosexuelle. Eh bien, je pense que la question du suicide ou de la morbidité chez les personnes trans, on ne peut pas la dégager entièrement de ça, de cette connaissance-là. C'est-à-dire que, et je le vois d'ailleurs chez les jeunes, plus ils ont une possibilité de s'inscrire
dans l'ordre social, dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations affectives, dans leurs relations sexuelles, dans leurs relations avec les copains, dans le lycée, etc., avec une visibilité de ce qu'ils sont, plus la question de la dépression et du risque suicidaire recule. En tout cas, sur ces fameuses études que je vous citais tout à l'heure, on voit plutôt qu'il y a une diminution du risque suicidaire après une transition qu'avant une transition. Voilà, ce qui est un indicateur quand même. Docteur Eiffez, moi j'aurais une question à vous poser pour faire un petit peu. Vous avez dit dans votre conférence écrire le canevas de son existence, c'est-à-dire on est avec une page blanche et il faut trouver son identité et son identité avec la liberté qui va avec. Et ça peut générer des angoisses. Et c'est vrai que certains philosophes réfléchissent aujourd'hui sur ce qu'on pourrait appeler les égarés. Et alors, qu'en pensez-vous? Comment on peut écrire cette page blanche que vous avez évoquée dans votre conférence sans tomber dans une dépression ou une maladie Il y a un autre, c'est pas un philosophe, mais c'est un sociologue, qui est un ami très cher, qui s'appelle Hannah Ehrenberg, et qui a écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». C'est-à-dire, il prenait exactement justement cette espèce de mouvement de transition de l'individu contemporain, qui n'est plus un individu soumis à des normes, à des règles, à des lois, etc., à des rituels, à des groupes, comme il continue à l'être dans les sociétés traditionnelles, mais un individu libéré, disons plus libéré, de ces ensembles de contraintes, de normes et d'assignations. Et que le résultat, c'est que c'est un individu qui a plus de richesse et plus de possibilités de se trouver, mais que c'est un individu aussi qui est plus livré à l'angoisse que les autres, puisque cette question de la fabrication de soi, si plus personne ne vous édicte de façon stricte et rigide qui vous allez être, le fait de se fabriquer, c'est très fatigant, effectivement, et qu'il y a une fatigue contemporaine, voire une forme de dépression contemporaine qui peut être liée effectivement à ce moment de liberté. Mais alors, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit l'Afghanistan, où la moitié de la salle serait voilée et n'aurait même pas le droit d'être ici ce soir pour écouter cette conférence, ou est-ce qu'on choisit nos sociétés démocratiques avancées avec cette liberté et les vertiges de cette liberté? Est-ce que les trans ne sont pas particulièrement touchés par ce problème-là de l'angoisse d'écrire cette page? Là aussi, j'aurais du mal à vous faire une réponse univoque. C'est effectivement des jeunes qui se posent plus que d'autres la question de l'adéquation de leur vie et de leur corps avec leurs aspirations. Voilà. Alors, il y a une question effectivement qui tourne par rapport à comment les jeunes peuvent-ils accéder ou à quel âge peuvent-ils accéder aux traitements médicaux, chirurgicaux et quelles interventions sont-ils possibles par rapport, effectivement, comme vous l'avez dit, leur expression d'une différence qu'ils ressentent? Alors, moi, je peux vous dire ce qu'on fait, mais il n'y a pas de règle. Hein. C'est-à-dire que là, justement, l'ARS est en train, il y a des groupes de travail, là, un petit peu partout, pour mettre en place, pour édicter un certain nombre de règles, parce que pour l'instant, elles n'existent pas. Ce que je veux dire, c'est qu'un chirurgien dans une clinique en province, ou pas en province d'ailleurs, n'importe où, peut décider d'opérer un enfant de 12 ans, par exemple. S'il en a envie, que les parents sont d'accord et qu'ils donnent leur accord, aucune loi le lui interdit. Donc il me paraît important de pouvoir effectivement réglementer un certain nombre de choses. Alors, dans le service où je travaille et dans tous les services avec lesquels on travaille, et il y en a beaucoup à l'heure actuelle parce que c'est un véritable réseau à l'heure actuelle sur le plan de la France, en principe, on ne donne pas d'hormones avant 18 ans ou, dans certaines situations, avant 16 ans, après une discussion d'équipe et dans des réunions de concertation pluriprofessionnelle très sérieuses dans lesquelles il va apparaître que cet adolescent de 16 ans et demi, 17 ans et demi est trop en danger dans la façon dont il ressent les modifications de son corps et qu'il sera soulagé par avoir des hormones. En tout cas, jamais avant 16 ans. Ce qui peut être donné avant 16 ans, et là aussi,
dans certaines situations, qui est loin d'être l'ensemble des situations, c'est ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. C'est-à-dire, quand vous avez un enfant qui commence sa puberté, il faut qu'il la commence, qui a donc 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et cette arrivée de la puberté, de la pilosité, de la mue de la voix chez les garçons, de la poussée des seins, etc. chez les filles, provoque une telle angoisse qu'il faut voir ce que c'est. Hein. Quand je dis angoisse, ce n'est pas une petite angoisse. C'est des adolescents qui se jettent par la fenêtre, qui se scarifient, qui poussent des hurlements, qui se tapent la tête contre les murs. Enfin bon, provoque une telle angoisse qu'on peut donner ce qui s'appelle des bloqueurs de puberté, c'est-à-dire on peut arrêter la puberté pendant 1 an ou 2. Et la puberté reprend normalement après la prise de ces bloqueurs. Là aussi, c'est très controversé. D'abord parce qu'on confond hormones et bloqueurs de puberté, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les bloqueurs de puberté, c'est plutôt des anti-hormones, ce n'est pas des hormones, justement. Et que les effets secondaires de ces bloqueurs de puberté, notamment en termes d'ostéoporose, etc., peuvent être problématiques. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des discussions très scientifiques à l'heure actuelle entre le pour, le contre, qu'est-ce qui paraît plus favorable dans telle ou telle situation, compte tenu du psychisme de l'enfant et de son corps. Mais les bloqueurs de puberté, c'est quoi? C'est même pas 10% des enfants qui sont suivis dans le service à la Salpêtrière à l'heure actuelle, hein, sur les 500 enfants qui sont suivis dans tout le réseau. Mais c'est autour de ça que se fait un peu la guerre à la transidentité aujourd'hui, c'est-à-dire, effectivement, c'est présenté comme quelque chose de très coercitif, c'est représenté comme une violence sur le corps des enfants qui n'ont pas la maturité nécessaire pour exprimer ce à quoi ils aspirent. Tout ça, encore une fois, mais ça, je trouve que c'est intéressant parce que il faut que ce soit des discussions, pas seulement des discussions de spécialistes, mais des discussions citoyennes aussi. Hein. C'est-à-dire que comment est-ce que la société, l'ensemble de la société, pense qu'on peut accueillir ces situations? Qu'est-ce qui paraît tolérable ou pas, en termes d'âge, etc. Pour ce qu'il en est de la chirurgie, c'est jamais de chirurgie avant 18 ans, c'est-à-dire avant la majorité, c'est-à-dire avant qu'un adolescent puisse demander lui-même cette chirurgie, sauf encore, parce qu'il y a toujours des exceptions, un ado qui va être opéré peut-être à 17 ans et demi ou 17 ans parce que tous les critères sont réunis. Et quand je parle d'opération, je ne parle que d'opérations mammaires, d'opérations des seins qui, à mon avis, sont à la limite entre l'esthétique et la réassignation. J'ai vu l'autre jour une jeune femme d'Afrique du Nord qui se sent dans une dynamique trans et qui avait une poitrine assez forte et qui voulait gommer le plus possible sa poitrine dans cette façon de se représenter son corps de façon plus masculine et plus élancée. Et elle va voir un chirurgien, et elle lui dit, voilà, je voudrais opérer ma poitrine. Le chirurgien la regarde et dit, ah oui, vous avez une très forte poitrine, vous serez beaucoup mieux avec une poitrine beaucoup plus réduite. Et elle lui montrait des photos, etc. Et puis elle disait, non, mais encore plus, j'aimerais que ce soit encore plus. Et puis, elle lui dit au bout d'un moment que ce qui l'intéresse, c'est que son corps se masculinise et non pas se féminise différemment. Le chirurgien l'a foutu à la porte. Il l'a foutu à la porte, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne touchait plus au sein comme un organe esthétique, mais comme un organe de la procréation, un organe sacré qu'ont les femmes pour pouvoir allaiter des enfants. Et c'est tout un autre monde de représentation que l'univers esthétique qui se joue autour de la poitrine à ce moment-là. Alors, il y a une question qui découle effectivement du sujet dont on parle. Depuis quelques jours, un groupe de féministes ont monté un mouvement féméliste. Ces femmes pensent que la multiplication des genres ne permet pas aux 80% des femmes qui se sentent femmes de ne plus défendre leurs droits. Ça, c'est des mouvements de tension que je trouve très intéressants. Hein. Bien évidemment, c'est des mouvements de tension qui fracturent la société, qui provoquent des discussions, encore une fois, citoyennes sur la place des uns et des autres. C'est-à-dire que ces femmes reviennent à l'idée de la naturalité de la femme. C'est-à-dire que, finalement, remettent en question le dogme
de Simone de Beauvoir, qui on ne naît pas femme, on le devient, c'est-à-dire surtout la question du devenir féminin, pour revenir sur l'être féminin, c'est-à-dire dire que être une femme, c'est avoir dès la naissance une expérience de ce que c'est qu'être une fille, qu'être une femme, qu'avoir tel corps, d'avoir des règles, d'avoir etc. Et que un homme qui se féminiserait, un homme qui transformerait son corps jusqu'à se faire un néovagin, une poitrine, etc., et avoir une apparence parfaite de femme, ne peut pas être considéré comme une femme. Là aussi, comment vous dire, moi je ne peux que lancer ce questionnement-là dans l'espace public et que les uns et les autres réfléchissent à ces questions-là. C'est des questions très complexes. C'est des questions complexes dont on voit aussi des retombées concrètes. Vous avez entendu parler de ce nageur américain, de ce nageur olympique, qui était assez moyen, disons, quand il était un homme, il était 200e, 250e ou 300e en compétition, et puis il est devenu une femme, et il est devenu premier en compétition de natation. Alors, les femmes disent quand même, attendez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, c'est vrai, ça pose question, mais allons-y, débattons, réfléchissons, quelle place, est-ce qu'on fait des Jeux Olympiques pour trans, est-ce que, je ne sais pas, il faut se poser ces questions, en tout cas. Peut-être, il faudrait peut-être se mettre un peu plus au centre pour la caméra. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Une autre question. Une autre question qui tourne autour du rôle de l'État. Alors, il y en a quelques-unes, mais celle qui me paraît importante, c'est celle de l'éducation de la sexualité à l'école. Pensez-vous qu'elle doit être renforcée, voire améliorée? Oh là là. C'est pas qu'elle doit être renforcée, c'est qu'elle commence à exister. Je peux vous dire qu'on en est très 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 loin. Or, pour moi, la question de l'éducation à la sexualité à l'école, c'est pas d'expliquer, ou pas seulement d'expliquer la question des corps et la question biologique et la question de la reproduction et de la fécondation et des petits spermatozoïdes qui rencontrent. Parce que c'est ça, l'éducation à la sexualité à l'école. Pour moi, une vraie éducation à la sexualité aujourd'hui, c'est celle qui prenne en question justement cette question et notamment des questionnements de genre. Vous savez, j'avais participé à l'époque, quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre, à l'élaboration des ABCD de l'égalité. C'était très intéressant parce qu'on se demandait comment est-ce qu'on allait transmettre à des tout petits enfants un premier questionnement sur le genre. C'est-à-dire, mais c'était tout bête, c'était dire aux filles qu'elles étaient aussi douées en mathématiques que les garçons, c'était dire qu'il n'y avait pas de tâches féminines et de tâches masculines, c'était vraiment de commencer justement à faire rentrer chez les enfants cette idée d'égalité pour sortir de cette vision les garçons sont plus forts, les garçons sont méchants, les filles comprennent rien aux sciences, ou ce genre de choses. C'était vraiment pas très méchant. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a essayé de mettre en place les ABCD d'égalité à l'école? Les parents ont retiré les enfants de l'école. Il y avait des mères qui disaient on va obliger mon petit garçon à porter une jupe, ou qui disaient on va obliger ma fille à se masturber à l'école. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand on touche à ces questions-là, on touche à des niveaux qui sont proches justement du délire, parce que la fantasmatique qui entoure le sexuel, en chacun de nous, dans notre inconscient, elle a un côté extrêmement démesuré, extrêmement conflictuel, et qui peut être extrêmement violent. Donc, quand on dit juste à une petite fille, tu peux faire des maths comme le petit garçon à côté de toi, eh bien, par infiltration, par imbibition, on touche à tous les autres niveaux qui seraient, je sais pas quoi, on va sodomiser les petits garçons, on va avoir toute la sexualité va être débridée à l'école, enfin, tous ces niveaux-là, ces niveaux de fantasme, et ce sont ceux-là qui sont en jeu et qui circulent aujourd'hui autour de ces questions et autour de la question trans. Donc évidemment, une éducation, mais qui soit une éducation, encore une fois, au genre, à la relation, dans toute sa complexité. Il y a pas mal d'années, je m'occupais beaucoup de sida et de prévention du sida auprès des jeunes, et donc on allait beaucoup dans les collèges et dans les lycées pour justement faire une éducation sexuelle qui là était un peu urgente, parce qu'il fallait apprendre ce que c'était qu'un préservatif et comment est-ce qu'on évitait la transmission du VIH dans les premiers rapports sexuels. Donc il fallait être un peu précis
sur les questions anatomiques, les questions de transmission, etc. Mais ça, c'était plié en 10 minutes. Il n'y a pas besoin de passer des heures pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un préservatif et comment est-ce qu'on empêche un virus de se transmettre. Par contre, on passait 1h50 avec des ados qui disaient « Mais comment est-ce qu'on déclare à l'autre qu'on est amoureux quand on est amoureux ? Comment est-ce que les garçons et les filles, comment est-ce qu'un garçon peut être en relation avec une fille sans se sentir supérieur à elle ou sans se sentir dominant ? Comment est-ce qu'une fille peut aimer une autre fille ?» Enfin, c'était ces questions-là qui les intéressaient, bien évidemment. Et c'était ça qui était central dans les discussions qu'on pouvait avoir. Donc il y a une question qui relève plus de la prise en charge. Donc quand effectivement, on va dire un individu, pour pas... Un être. Un individu, un humain, dans toutes ses diversités, effectivement, est dans un processus. Quel est le rôle de l'État dans la prise en charge de l'hormonothérapie, de la chirurgie? Est-il neutre, plus que du côté d'une transformation homme-femme de par l'historique, ou le contraire, ou est-il complètement neutre? L'État ne peut pas être neutre parce qu'il intervient dans la question des soins et les questions du remboursement. Donc, tous ces soins sont des soins qui coûtent extrêmement cher et qui, pour être un peu égalitaires entre les uns et les autres, relèvent de la sécurité sociale et même du 100% auprès de la sécurité sociale. Donc là, mais encore une fois, on est dans des niveaux de contradiction, évidemment, qui sont très complexes et qui sont inhérents à cette question. C'est-à-dire, à la fois, on est dans un mouvement de dépathologisation, c'est-à-dire, ce n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas un délire, ce n'est pas de la psychose. Donc, on sort de plus en plus cette question de la transidentité, comme ça s'est passé pour l'homosexualité, de la question de la pathologie. Mais si ce n'est pas une pathologie, qu'est-ce qu'on soigne? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on donnerait des soins qui coûtent très cher et qui sont remboursés par les assurances sociales? Il me semble que pour sortir un peu de ce dilemme, il faut voir davantage ce qu'est devenu la santé aujourd'hui. C'est-à-dire, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, la santé, ce n'est pas seulement le traitement des maladies, mais c'est de permettre à chacun d'accéder à un certain bien-être. Par exemple, il y a des soins psychiques qui vont être remboursés par la sécurité sociale et qui ne concernent pas des gens malades sur le plan psychiatrique, qui concernent juste des gens qui éprouvent un malaise et qui ont envie d'être soulagés de ce malaise par un professionnel, et ça peut être remboursé par les assurances sociales. Alors, jusqu'où... Aujourd'hui, je vois par exemple des jeunes qui font plein d'opérations. Il n'y a pas d'ailleurs que les trans, il y en a beaucoup d'autres, mais particulièrement chez les trans, qui se font refaire le visage, les pommettes, le nez, le front, redescendre les cheveux, etc. C'est-à-dire vraiment qu'ils sont dans une fabrication hormono-chirurgicale de leur corps. C'est vrai que c'est au nom de leur bien-être. Là aussi, on peut avoir un débat sur ce qui paraît possible de prendre en charge dans le cadre de notre médecine, qui va bien mal, ou pas. Moi, je pense que toutes ces questions-là, c'est des questions que tout un chacun devrait amener à se poser et donner un avis par rapport à ça. Et comme l'heure tourne, on va essayer de réunir 3 questions dans une. Et on est désolé pour les autres, mais les autres, il nous a paru que les éléments de réponse étaient quand même déjà dans la présentation. Il y avait eu des éléments de réponse dans votre présentation. Donc, votre avis sur la notion d'homme déconstruit et comment peut-on soigner nos sociétés de la masculinité toxique, et ne va-t-on pas vers un changement de l'humanité ? Je me demande si la réponse n'est pas dans la question, là. Non, mais c'est intéressant de voir surtout, je trouve, la disparité qui existe à l'heure actuelle non seulement sur notre planète, sur l'ensemble des pays, mais parfois d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, d'un lycée à l'autre, d'un collège à l'autre,
sur ces représentations justement de ce que c'est que le masculin, de ce que c'est que le féminin et de la façon dont on peut l'habiter ou pas. Vous avez effectivement des garçons qui s'emparent de la question de la virilité pour en faire une arme de guerre, et puis vous avez dans le collège à côté des garçons qui sont en conversation permanente avec les filles, qui sont dans des rapports extrêmement courtois et les uns avec les autres. Voilà, c'est une disparité qui existe et qui illustre à mon avis le fait que le changement, c'est pas les changements de représentation et les changements de mentalité, c'est pas un processus linéaire où un clou chasse l'autre, si vous voulez, c'est-à-dire où une représentation chasse une autre, et puis ensuite on arrive à un nouveau système de représentation qui a complètement oblitéré l'ancien. Le changement, c'est comme un millefeuille, c'est des couches qui sont les unes sur les autres et qu'on voit apparaître en transparence l'ensemble des couches. On voit par exemple, sans parler de la question trans, mais la question MeToo par exemple, qui pour moi est une question centrale par rapport aux questions des rapports de genre et des rapports de domination et des rapports de pouvoir. On voit comment cette question fracture aujourd'hui la société, entre je sais pas, ceux qui remettent en question cette question de l'inversion de la domination, ou ceux qui vont dire que les hommes vont plus être des hommes, qu'on est en train de déviriliser les hommes, qu'ils vont plus être capables d'avoir des relations sexuelles si on leur enlève certaines prérogatives de leur virilité, etc., etc. Enfin bon, on voit toutes les opinions qui peuvent émerger autour de ces questions-là, y compris autour des questions de violences faites aux femmes. Donc tout ça, c'est des débats de société. Prenons-les comme quelque chose de riche et comme quelque chose qui permet de se parler les uns les autres plutôt que de trop s'opposer les uns aux autres, qui ne semblent pas en prendre le chemin aujourd'hui. Je crois qu'on va pouvoir... Est-ce que ça marche? Oui. Je crois qu'on va pouvoir vous remercier. D'abord, toute l'assistance, parce que en termes d'écoute, félicitations. Ça a duré. En termes de questions, vous avez été prolifique. Et merci vraiment à Serge Effès de nous avoir fait un festival de couleurs. Je pense qu'on peut l'applaudir. Nous avons quelque chose de lourd. Ah, un cadeau. C'est un petit cadeau pour vous remercier et vous faire voyager à notre manière, à la manière des francs-maçons. C'est Serge Moati qui a fait ce livre. C'est Serge Moati. Oui. Ah, c'est marrant, c'est un très bon copain, Serge Moati. Je le connais très bien. Et ça, c'est pour apprendre à nous connaître. Oh là là. C'est impressionnant. Alors, voilà les questions. Et parce qu'il est question de genre et qu'il ne faut pas trop genrer, des fleurs.